Au cours des années 2000, de nombreux combats seront menés par le GIRAM. Le plus mémorable d'entre eux sera celui de l'opposition farouche au projet de terminal méthanier Rabaska à Lévis, projet jugé insensé. Au Québec, au Canada et même en Amérique du Nord, nous sommes à une croisée des chemins. Donc, on a un choix à faire. Il y a un bateau qui passe, un méthanier. Il faut qu'on dise oui aux énergies renouvelables, mais non aux énergies redoutables. Le projet Rabaska devait d'abord s'établir à Beaumont. Et c'est d'ailleurs là que le GIRAM est intervenu pour la première fois au conseil municipal de Beaumont. J'étais présent, Gaston est venu. Et les premières sorties, là, vraiment vigoureuses du GIRAM, ça a été lors d'un conseil municipal du côté de Beaumont. Comme dirait George Bush, read my lips, jamais on va forcer ce projet-là sur la population. D'accord, monsieur le maire. Est-ce que vous êtes conscient que vous ne pouvez pas, selon le cadre légal, appuyer ce projet-là? Est-ce que ça a dépassé la période? Mais c'est parce que j'ai pas de réponse. Ben oui, mais c'est une période de questions. Oui. On a fait une première conférence de presse avant tous les groupes. Et par la suite, il y a eu des groupes qui se sont constitués, Rabat-Joie, l'Appel, l'Association pour la protection de l'environnement de Lévis, et un an plus tard, ça a été l'Association de protection de l'île d'Orléans. Le zonage municipal de Beaumont ne permettait pas l'arrivée d'un projet comme celui-là. Et donc, il y a eu nécessité d'un référendum pour modifier le zonage de la municipalité. Et à 73%, la population a rejeté le changement de zonage, donc le rejet du projet. À Beaumont, ils ont réglé ça, même si on avait un maire qui était favorable, M. Lapierre. Lorsqu'on a tassé le projet à Lévis, c'était le grand territoire, le territoire de la fusion de 2001. Le territoire où le sentiment d'appartenance n'est pas encore incrusté. Donc, on a profité pour dire, regardez ce projet-là, Saint-Nicolas, à Saint-Jean-Chrysostome, la mairesse nous l'a dit, au bac. 9 citoyens sur 10 sont favorables dans ceux que je rencontre. Alors moi, je veux dire, 7 citoyens sur 10 dans ceux que j'ai rencontrés sont défavorables. Puis là, aujourd'hui, les gens ne se sentent pas concernés par Rabaska. Puis dans 5 ans, ça va être une autre affaire. Puis à toutes les fois, il y a des gens prêts qui payent pour ça. Mais une bonne fois, la personne qui s'en fout de sa Rive-Nord ou dans l'est de Montréal, peu importe, c'est à elle que ça va arriver. Ce qui m'a le plus étonné dans tout ça, c'est comment toute la société de Québec, de la ville de Québec, de la capitale et de la rive sud de Québec, finalement, est abondamment reçu ce projet-là sans mot dire. Les élus, les maires, les députés, les élites locales sur le plan économique ont emboîté le pas sans mot dire. Personne n'a protesté. S'il vous plaît, là, ce débat est terminé. Le dossier Rabaska est un dossier qui a été mené de façon vraiment impeccable. On a demandé une mission d'étude qu'on a fait financer par le gouvernement. On est allé environ une semaine à Fosse-sur-Mer et à Montoire de Bretagne, où il y avait déjà des terminaux méthaniers. Et ces terminaux méthaniers étaient dans des zones carrément industrielles. Ils n'étaient pas dans le champ, ils n'étaient pas carrément à côté d'une population. Donc, ce voyage-là, ça a été très, très profitable, cette mission, parce que ça nous a permis de connaître mieux ce que c'était un terminal méthanier que les fonctionnaires qui analysaient le projet pour le gouvernement du Québec. Le GIRAM a été, on peut dire, un leader de l'opposition, surtout pour le contenu. On avait été, je ne dirais pas invité par Gaz de France, mais ils nous ont ouvert la porte en se disant « on va les convaincre, puis on va leur donner toute l'information », mais finalement, l'information qu'on puisait, à mesure qu'ils nous la donnaient, se retournait contre le projet. Lorsqu'on est arrivé sur le site de Fosse-sur-Mer, il y avait un méthanier qui était en train de décharger son GNL.
On s'est aperçu que le personnel pour le déchargement du GNL, il était sur le bateau, donc c'est pas un personnel permanent. Et par la suite, on est allé à l'intérieur, puis on cherchait les employés. Si on a vu 12 employés sur le plan, c'est à peu près le maximum qu'on a vu, là. Alors que on nous annonçait des centaines d'emplois en période d'opération. Et on s'est aperçu que le président du BAP, c'était quelqu'un qui était un peu complaisant, qui acceptait beaucoup de choses. Et après le rapport, lorsqu'on a lu le rapport du BAP, qui était favorable au projet, c'est là qu'on a fait une conférence de presse au Cégep Lévis-Lauzon, en démontrant, en mettant sur la table, les rapports qui étaient pour et les rapports qui étaient contre. Les rapports qui étaient contre étaient beaucoup moins nombreux, mais le volume, l'épaisseur, si on peut dire, la consistance était beaucoup plus forte que les rapports des pour, qui étaient littéralement des copier-coller, des gens qui n'avaient pas rédigé rien, mais qui avaient signé leur nom au bout en changeant 2-3 mots. On avait ramassé quantité d'informations qu'on avait introduites, là, bien sûr, dans le mémoire ou les mémoires qu'on a déposés, mais les dés n'étant pas joués, Michel Lézard nous a proposé de se réunir pour faire une synthèse qui serait de haute valeur didactique pour la population du Québec. Le livre, dans son volet opinion publique, a essayé ou a tenté de démystifier toute cette approche-là. Et c'est vraiment bien parce que ça permet de comprendre comment on s'y prend pour entrer dans la gorge, on peut dire, un projet qui n'a pas sa place sur un territoire donné. L'acquisition par le Port de Québec devenait quelque chose de plausible. Dès l'automne 2022, on en parlait, M. Mario Girard en faisait allusion, qui était en train presque de... Il y avait des pourparlers avec Rabasca, le consortium Rabasca. Et même dans l'hiver 2023, ils se sont fait entériner par le Parlement fédéral le droit, ou en tout cas l'option d'acquérir ces terrains-là. Le 6 avril 2023, on a fait une conférence de presse à Beaumont, sur le site du Parc Vincennes, pour dire, regardez là, si le Port de Québec achète les terrains de Rabasca, ça veut dire que ça devient un territoire fédéral, ça devient un peu comme le Port de Québec, ils vont pouvoir faire ce qu'ils vont vouloir. Ça veut dire que la ville ne pourra pas intervenir au niveau du zonage. Donc, c'est là qu'on a sonné l'alarme, comme de quoi que les terrains devaient revenir agricoles. Une fois acquis par le port, il n'y avait aucune possibilité de ramener ces terrains-là dans la zone agricole parce que le fédéral ou le Port de Québec est au-dessus des lois du Québec. Donc, les municipalités perdent toute prise, tout contrôle sur un parc industriel qui est détenu par le Port de Québec. En même temps que nous, on a réveillé la ville de Lévis, on a réveillé en même temps l'UPA, et là, ils ont réactivé le dossier avec leur conseiller juridique. Et là, le gouvernement du Québec achète, mais il y a eu une étape préalable, c'est que la ville de Lévis, en juin 2023, se voyant dépossédée de tout contrôle sur l'espace, a lancé un avis d'expropriation sur une partie. Et là, ça a bouleversé complètement et la Société Rabasca et le Port de Québec. Pour trancher le tout, ce qu'on comprend, c'est que le ministère de l'Économie a décidé d'acheter lui-même le terrain et d'essayer de concilier les vocations de chacun. Il n'y a jamais eu interruption d'activité agricole sur cette portion de 50% du terrain. Donc, cette portion-là, elle serait consacrée à l'agriculture, mais pour combien de temps? On est requérant pour une demande de réintroduction en territoire agricole de l'ensemble de 272 hectares. Notre demande est déposée à la Commission et le cheminement est très long. Et on se pose beaucoup de questions.